Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, vous le savez, on aime vous accompagner sur une consommation raisonnée du numérique et des écrans. Et pour ça, on le fait avec notre partenaire du Clémy. On continue à dérouler les épisodes de la famille Tout Écran dans un instant. Elle a une idée derrière la tech, c'est Amélia Mattard qui est avec nous aujourd'hui. Et tu as envie de nous emmener dans du zen. Alors on l'a fait déjà un petit peu en début de semaine, mais avec toi on va revisiter ces propositions pour des enfants plus zen et pour une méditation apaisée. Et oui Marjorie, une technique ancestrale pour retrouver le calme et la sérénité avec les plus jeunes. Et on le fait avec toi là aussi en deuxième partie de cette émission. La question du jour, 1,2 million de tonnes de nourriture par an, c'est ce que gaspillent les Français. Dans le même temps, 8 millions de tonnes de plastique à usage unique finissent au fond des océans. Alors, des emballages au contenant, comment trouver des solutions? Ça tombe bien parce que nos invités du jour en ont des solutions. Du pragmatique, on va en faire, du très concret qu'on va pouvoir mettre dans les mains des enfants, des futurs consommateurs et citoyens. Pour en parler à nos côtés, Louisa Ravoyard, vous êtes chargée de communication et de relations presse pour Too Good To Go, le leader de l'anti-gaspi en France. Bonjour. Et Pierre Pallier qui nous attend en duplex depuis Londres, puisque Londres, c'est justement le headquarter de Noteplat, votre société, votre solution surtout qui propose des packaging mangeables, comestibles. Bonjour, merci. Mais d'abord, focus. Éduquer à l'information, éduquer aux écrans, c'est la mission du Clémy depuis près de 30 ans. Grâce au Clémy, on suit justement les aventures de la famille Tout Écran avec laquelle on apprend à avoir une consommation plus raisonnée, plus détachée de nos appareils numériques. La famille Tout Écran, épisode 12 cette fois-ci, c'est tout de suite. Allez, vous redescendez vos écrans maintenant, fini les jeux vidéo. Mais papa, j'ai même pas beaucoup joué aujourd'hui. Papa, je suis en plein niveau. On l'avait dit 15 minutes, je veux bien être cool, mais maintenant vous arrêtez. C'est le moment de dégainer mon arme secrète. C'est moi l'arme secrète. Youpi! J'ai téléchargé une appli qui me permet de limiter à distance l'utilisation des écrans des enfants. Regarde et admire. Mélina. Oh non, c'est Juju. Pourquoi il y a plus de musique? Oh non, c'est noir. Oh chérie, t'es la plus forte. Allez, je vais aux toilettes, moi. Je parie qu'ils jouent en douce. Non! Certains jeux vidéo peuvent rendre complètement accro. C'est encore pire si c'est des jeux violents. Alors il faut bien choisir ses jeux et y consacrer un temps limité. Savoir poser sa manette, ça fait partie du jeu. Yes, je vais pouvoir rejouer. Ah, dommage, j'ai plus de batterie. Et tout de suite, consommation raisonnée s'il en est, oui, mais aussi de notre alimentation. On va passer à l'action anti-gaspi, tout de suite avec nos invités. Et pour en parler aujourd'hui, à nos côtés, Pierre Pallier, cofondateur et CEO de Noteplat en duplex depuis Londres, et Louisa Ravoyard pour Too Good To Go. Alors, je rappelais ces chiffres en ouverture de l'émission. Encore une fois, 1,2 million de tonnes de nourriture par an gaspillées par les Français, 8 millions de tonnes de plastique qui finissent au fond des océans chaque année. Il y a les emballages, il y a le contenant. On se rend compte en fait avec vous et avec les solutions que vous amenez justement sur la table que c'est un véritable écosystème de l'anti-gaspi qu'il faut savoir dérouler. Comment est-ce qu'on fait, Louisa, du déchet une ressource ? Alors la première chose, ce serait évidemment de ne pas produire de déchets. Ce serait la chose la plus idéale. Il faut pour ça aller voir à chaque étape de la production, dans le gaspillage alimentaire, aller voir à chaque étape de la fourche à la fourchette comment on peut réduire le déchet. Malheureusement, pour diverses raisons, effectivement, parfois le déchet arrive. Et là, l'idée, c'est de proposer encore une fois une solution qui corresponde à chaque type de déchet, chaque acteur qui produit ce déchet-là. Et c'est pour ça que nous, on propose une solution qui permet de revaloriser les invendus avant qu'ils ne deviennent déchets.
Malheureusement, si cette revalorisation-là n'est pas possible, il y a effectivement des idées comme le compost pour le déchet alimentaire ou malheureusement parfois de la méthanisation. Mais l'idée, ça reste quand même de produire le moins de déchets possible en amont. Produire le moins de déchets possible, c'est ce que vous faites, Pierre Pallier, avec Notre Plat, parce que l'idée, c'était évidemment de se lancer dans la lutte contre la pollution plastique. Un monde sans plastique, c'est possible. Et vous le prouvez avec Notre Plat, encore une fois. Ce sont des emballages faits à partir d'algues, oui, mais une algue comestible. Oui, alors en fait, on utilise les algues comme alternative au plastique. Parce qu'en fait, les algues, elles ont un rôle super important à jouer pour l'industrie du packaging. Certaines des algues qu'on utilise, elles poussent de près de 1 mètre par jour. Donc c'est une des ressources les plus rapides et renouvelables qu'on ait sur Terre. Donc on devrait vraiment utiliser plus de ça que de pétrole. Et en plus de ça, toutes les algues sont comestibles. Et du coup, nous, on utilise vraiment le fait que nos produits en fin de vie puissent potentiellement être mangés comme fin de vie qui est hyper simple et rapide. Et en fait, si on peut le manger, ça montre à quel point notre packaging il est naturel. Et du coup, s'il n'est pas mangé et qu'il est malheureusement jeté dans la nature au mauvais endroit, la nature aura aucun problème à du coup réutiliser ces matériaux et ces nutriments pour la prochaine algue ou la prochaine plante en se biodégradant sans besoin d'avoir un compost industriel ou une activité humaine. Donc le but, c'est vraiment de créer du packaging qui soit plus à l'image des peaux, des fruits et des légumes plutôt qu'un matériau industriel synthétique. Donc si je vous entends bien, c'est de l'économie circulaire au sens premier du terme. C'est ça, on laisse la nature recycler et réutiliser des matériaux qu'elle connaît très bien plutôt que d'introduire des matériaux synthétiques qu'elle n'a vus que depuis les 10 dernières années ou 50 dernières années. En fait, en utilisant des matériaux qui existent dans l'environnement depuis des milliards d'années, on sait qu'on ne crée aucun problème où que le déchet finisse. Et c'est un peu le problème de tout ce qui est consommation instantanée hors de chez soi. C'est là où on a le moins de capacité à capter et à récupérer ces déchets. C'est là où il y a le plus de chances que ça rentre dans l'environnement sans contrôle humain. Donc c'est à ce moment-là où on a le plus de raisons d'utiliser des matériaux naturels qui du coup ne créent pas des microplastiques ou ne viennent pas influencer de manière négative l'environnement du fait que ces matériaux-là sont très nouveaux pour la nature. Elle n'a pas eu le temps de s'adapter à ce type de matériaux synthétiques. Et en matière d'économie circulaire, Louisa et Pierre, il y a un principe, c'est celui des 5 R. Réduire par exemple déjà la pollution, c'est ce que vous faites tous les deux. Réparer, c'est quand on va justement pouvoir, avec des solutions sur les devices électroniques comme Fairphone par exemple, réussir à pouvoir avoir des pièces réparables. Réutiliser, c'est ce que vous faites aussi chez Too Good To Go. Recycler, là aussi il y en a. Et il y a aussi celui de refuser, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Louisa, le fait de se dire qu'on refuse dès le départ le gaspillage, le suremballage, les gadgets polluants, c'est le premier acte citoyen. Oui, c'est vrai, c'est effectivement le cas. Il y a une prise de conscience dernièrement sur les enjeux environnementaux de la part des citoyens, de la part des consommateurs, qui viennent finalement demander compte un petit peu aux marques pour refuser ça et qui eux-mêmes se mettent à refuser. Donc oui, tout à fait, c'est le premier acte citoyen. Pierre, reconfigurer ses besoins, ses habitudes, est-ce que ça demande énormément de temps et d'efforts en réalité ? C'est sûr qu'on attaque un système qui a été construit autour du plastique depuis une centaine d'années. C'est un matériau qui est forcément très optimisé du fait qu'on a investi des milliards et des milliards pour le rendre aussi performant. Et en fait, le problème du plastique, c'est que il nous a rendus un petit peu esclaves de ces propriétés-là qui sont souvent bien plus hautes que le besoin d'une application en particulier. Donc en fait, on a besoin de revenir en arrière et de se dire vraiment de quoi j'ai besoin plutôt que qu'est-ce que je peux faire avec du plastique. Et ça veut dire du travail sur la supply chain avec tous les partenaires et arriver à trouver une manière de ramener nos produits à l'échelle d'un fruit, un légume, parce que c'est un système qu'on a dans la nature depuis des milliards d'années.
qui fonctionne bien et qui devrait être l'inspiration en fait pour la manière dont on peut fonctionner sur le long terme. Mais effectivement, ça demande une ouverture d'esprit de la part des partenaires. Ça demande beaucoup d'innovation et l'innovation, ça coûte cher, donc il faut des investisseurs. Et puis, pour aider l'innovation, il faut, d'un point de vue législatif, des règles qui mettent un petit peu à l'amende les produits les plus polluants pour qu'on puisse avoir plus de chances d'être plus intéressant d'un point de vue économique pour les marques. Et pourtant, si je vous suis sur la pollution plastique en particulier, on a tenté de légiférer, l'Europe a tenté de légiférer en interdisant les emballages plastiques, le recours aux couverts aussi, ou aux pailles en plastique. Et puis une certaine pandémie est venue mettre tout cela à mal. Non, et c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'en Europe, on avance. Je pense qu'on pourrait toujours aller plus vite, mais il y a plusieurs textes qui sont vraiment très importants. Le premier texte qui vraiment nous aide, par exemple, nous, c'est une définition très claire de ce qu'est et n'est pas le plastique. Du coup, il y a 2 critères pour être considéré comme un plastique. Le premier, c'est que ce soit un matériau qui n'existe pas dans la nature. Et le deuxième, c'est un matériau qui existe dans la nature, mais qui a été modifié de manière chimique. Et donc, du coup, ça permet de vraiment éviter pas mal de greenwashing avec justement tous ces matériaux, tous ces bioplastiques qui se présentent comme biodégradables, compostables, mais qui en fait sont des produits qui sont chimiquement modifiés et effectivement qui sont du coup vraiment du plastique. Donc ça permet de vraiment faire la différence entre des matériaux naturels comme les algues et cette première génération de bioplastique qui fait croire aux gens qu'on a une solution qui est déjà tout à fait établie, alors qu'on est loin d'avoir quelque chose qui est biodégradable comme la peau d'un fruit. Donc ça nous aide. Après, aujourd'hui, il n'y a que quelques catégories de produits qui sont justement avec une interdiction forte. Mais dans les années qui viennent, le but, c'est d'augmenter le nombre de catégories qui verront une interdiction et d'avoir plus de pression sur l'industrie pour changer. Mais effectivement, je pense qu'on a démontré une habilité de changement énorme sur la pandémie qui, du coup, nous a montré que d'un point de vue pragmatique, on peut faire des changements de société énormes très rapidement. Et malheureusement, sur quelque chose comme la pollution plastique ou le changement climatique, on n'est pas vraiment dans un mode de pensée d'avoir cette réaction très forte, alors que ces problèmes-là sont d'autant plus graves et auront d'autant plus d'impact sur la société et sur les humains. On va revenir dans un instant à la façon dont on peut rester fidèle à ces valeurs, aux valeurs que vous défendez tous les deux, Too Good To Go d'un côté et Notre Plat de l'autre, sans pour autant passer par la case greenwashing, et comment est-ce qu'on arrive aussi à ce que ces utilisateurs, utilisatrices, consommateurs, consommatrices et surtout citoyens et citoyennes arrivent à faire la part des choses. Mais d'abord, je voudrais qu'on vous retourne la question, Louisa, et puis qu'on regarde un peu plus près le modèle aussi de Too Good To Go, parce que votre application, c'est le leader purement et simplement d'anti-gaspillage en Europe, et pas que. Vous opérez aujourd'hui avec l'application dans 15 pays en Europe, aux États-Unis et au Canada aussi, je crois. Qu'est-ce que vous dites tous les jours? Comment est-ce que vous accompagnez les utilisateurs et utilisatrices de Too Good To Go sur le chemin anti-gaspi? Alors, l'idée de base, c'était déjà cette application qui permet de mettre en relation, d'un côté, les commerces qui auraient des invendus à écouler, et puis de l'autre, des consommateurs, des citoyens, qui peuvent récupérer ces invendus sous forme de panier surprise. L'idée de cette application, elle est qu'elle soit simple et facile à mettre en place. Et je pense que c'est un petit peu là la réponse à votre question, c'est de proposer des solutions qui soient simples et qui puissent éduquer aussi. Nous, on s'appuie beaucoup sur la force de frappe qu'on a aujourd'hui grâce à notre application, mais aussi grâce à nos réseaux sociaux, à la parole qu'on peut avoir dans les médias notamment, pour pouvoir sensibiliser et éduquer les citoyens au gaspillage alimentaire et plus largement aux thématiques qui en découlent et qui sont relatives à l'environnement ou à l'alimentation durable, par exemple. Et puis ce qui est intéressant, c'est que vous faites finalement dialoguer, vous mettez en interaction à la fois les consommateurs, les producteurs aussi de ces aliments, les endroits dans lesquels on va les acheter, c'est-à-dire les supermarchés. C'est l'ensemble de la chaîne de valeur de l'agroalimentaire que vous accompagnez. On le disait un peu tout à l'heure, de la fourche à la fourchette. Finalement, on fait un peu le chemin inverse avec vous. On se dit déjà, on se pose la question déjà en tant que consommateur de savoir ce qu'on a dans notre assiette, comment moins le gaspiller et comment pouvoir le transformer.
rééduquer l'ensemble de l'écosystème ensemble. Oui, tout à fait. Mais c'est marrant parce que nous, on a commencé par la fourchette finalement, puisque la solution, elle s'est d'abord portée sur les commerces de bourse et les commerces de proximité. Et puis, on est remonté petit à petit. Aujourd'hui, on propose nos solutions aussi pour des industriels ou des grossistes qui veulent revaloriser leurs invendus. Donc, effectivement, il faut remonter à chaque chaîne, à chaque acteur de la chaîne, parce qu'à chaque acteur, son gaspillage, et donc il y a quelque chose à faire là-dessus. Et pour resituer quelques chiffres, Too Good To Go, c'est 11 millions d'utilisateurs rien qu'en France, 37 millions de paniers sauvés, dites-vous, par an, et plus de 30 000 commerçants partenaires. Encore une fois, on fait tous partie de la solution. Tout à fait. Tout à fait. Et que l'on soit utilisateur de l'application ou non, finalement. C'est pour ça que je parlais des réseaux sociaux et aussi de la parole qu'on prend dans les médias. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser tous les Français et aujourd'hui tous citoyens à cette thématique du gaspillage alimentaire. C'est une application qui propose de passer à l'action. Le numérique à impact, c'est quelque part ça. Tout à fait. Aujourd'hui, la majorité des personnes ont un téléphone et donc ont un pouvoir entre les mains avec ce téléphone. Et c'était l'idée de proposer une appli qui est finalement un impact immédiat. On sauve son panier, on lutte directement contre le gaspillage alimentaire. Et donc, on sauve aussi tout ce qui est ressources qui ont été nécessaires à produire ce panier, etc. Oui, c'est effectivement le numérique à impact aujourd'hui, c'est ça. Et on n'a pas besoin d'avoir un téléphone dans la main pour forcément pouvoir le faire, puisque aujourd'hui, vous passez à l'échelle d'une initiative que vous avez déjà lancée et testée auprès de 600 écoliers, qui est le kit pédagogique Too Good To Go. Alors, on peut le surnommer comme l'école anti-gaspi, mais c'est vraiment une solution clé en main que vous proposez aux enseignants et aux enseignantes et à ces élèves dès l'école primaire pour essayer de comprendre comment, là aussi, ces solutions anti-gaspi arrivent à la cantine et de la cantine vont pouvoir aussi faire office et œuvre de cours. Oui, l'idée en fait c'était de sensibiliser les citoyens de demain, donc les enfants, au gaspillage alimentaire et aux thématiques qui lui sont liées. On va proposer effectivement des outils clés en main pour faire le lien entre le temps de la classe, le temps de la cantine et le temps du périscolaire. Je disais tout à l'heure, c'est des outils qui sont clés en main puisqu'on propose par exemple pour les enseignants des séances qui se basent sur le programme officiel. Alors pour les séances, on est plutôt sur cycle 3, donc CM1, CM2, mais on va aussi avoir des petites fiches de jeux pour le périscolaire, des jeux de société anti-gaspi, des bingos anti-gaspi, tout un tas d'outils clés en main, faciles à mettre en place. Encore une fois, on reste sur la simplicité et la facilité, et aussi accessible au plus grand nombre, puisqu'on vient de lancer le programme il y a environ 2 semaines de façon officielle, et les outils sont disponibles sur notre site de façon gratuite et téléchargeable en ligne. Et effectivement, c'est un travail de environ 2 ans, puisqu'on est passé par une phase pilote auprès de 9 écoles et 600 élèves, et on s'est entouré aussi de professionnels de l'éducation. Je pense par exemple à l'éditeur Hatier qui nous a beaucoup accompagnés dans ce projet pour mener à bien celui-ci et pour proposer les meilleurs outils possibles. On va revenir vraiment au contenu du kit dans un instant. Mais Amélia, alors, évidemment, tu es notre incroyable chroniqueuse dans l'école du futur, mais aussi la cofondatrice de Coloris. C'est intéressant ce que nous dit Louisa, parce que aller à la fois chercher les professionnels de l'éducation, qu'ils se trouvent en classe ou dans les associations périscolaires, ça permet de faire progresser ces idées. Oui, je trouve ça hyper intéressant comme démarche. Déjà, je trouve vraiment très pertinent d'avoir essayé de viser tout l'écosystème, donc à la fois le scolaire, mais aussi le périscolaire. Et on sait aussi que ces moments de loisirs, de détente, sont des moments propices à faire passer certains messages auprès des enfants. Et ce que je trouve très intéressant aussi avec cette idée d'aller parler aux enfants, c'est qu'on a un effet démultiplicateur sur toute la société, parce que l'enfant va rentrer à la maison sans doute avec peut-être des créations qu'il aura faites issues du kit pédagogique, et il va pouvoir aussi sensibiliser l'ensemble de son foyer. Donc on voit bien que ça peut être très vertueux, effectivement. Pierre, on ne vous oublie pas, vous êtes toujours en duplex depuis Londres, et je sais que vous écoutiez cette conversation avec Louisa et avec Amélia notamment. C'est vrai que faire des initiatives, les mener dès le plus jeune âge, ça permet aussi de préparer ces consommateurs, ces citoyens de demain, et parfois ils sont même plus éveillés sur ces questions que nous-mêmes. Ah, c'est sûr qu'il y a énormément d'éducation à faire. Je pense que le vrai optimisme, il vient de la nouvelle génération de consommateurs qui, du coup, est vraiment conscient du fait que ce qu'on choisit d'utiliser, d'acheter, c'est ça qui va grossir sur le marché. Donc, du coup, on a l'opportunité de vraiment influencer
le type de produit qui nous est proposé dans cette société en les utilisant de plus en plus. Et notamment, je pense que le niveau d'attente et le besoin de se réaligner avec les valeurs des consommateurs plus jeunes qui, du coup, ont vraiment à cœur le fait d'être alignés avec la nature et être respectueux de l'environnement, c'est quelque chose qui va faire bouger énormément le marché. On a besoin de plus d'activisme de la part des consommateurs. Et d'ailleurs, les grands groupes le disent, aujourd'hui, il y a énormément de e-listening pour justement comprendre où est-ce que les marques ont le plus de problèmes avec leurs ingrédients, avec leur packaging. Et c'est ça qui fait que derrière, des entreprises comme nous sont capables d'aller travailler avec des grands groupes et que les grands groupes nous prennent vraiment comme, sérieusement comme un partenaire qui peut les aider à justement résoudre certains de ces problèmes-là et au final mettre sur le marché des produits qui sont beaucoup plus alignés avec justement les valeurs de tous ces consommateurs qui, bien évidemment, n'ont pas envie de vivre dans un monde avec de l'air pollué, de l'eau polluée, énormément de déchets et du coup une surexploitation qui est causée par tout le gaspillage qui est fait un peu partout. Donc voilà, on a encore beaucoup de travail à faire, mais je pense que l'éducation, c'est quelque chose qui est complètement clé pour arriver à faire cette transition le plus rapidement possible. Les enfants prescripteurs d'activisme anti-gaspi, on continue notre discussion dans un instant, mais d'abord on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le moment du zap évidemment avec Cheryl Jessica Isengay. There's this weird hand washing Corey used it for the first time. What? It's like a washing machine for your hands. Is that weird? Yeah. How cool is that? Nice, Bree. What the hell? Dude, what are you doing? On est de retour bien sûr sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de nos invités pour parler de ces solutions anti-gaspi. Comment est-ce qu'on passe à l'action des emballages jusqu'aux contenants? Louisa Raboyard pour Too Good To Go est avec nous en plateau. Pierre Pallier nous attend en duplex depuis Londres, c'est le CEO et fondateur de Noteplat. Et Amélia Matar aussi est ici sur ce plateau parce qu'Amélia, je crois que tu as une idée derrière la tech. Et aujourd'hui, cette idée va nous permettre d'être zen. Absolument. Alors pour commencer, imaginez une classe de 20 ou 30 bambins en pleine activité. Imaginez le bruit que cela peut faire. Je peux vous assurer qu'à côté de cette classe, le Stade de France, à ses meilleurs moments de 98, ressemblait à une quiet room. Et imaginez que soudain,
plus un bruit, silence total. Les mouches ont même retrouvé l'audace de voler. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette classe ? Il y a eu un coup de baguette magique, un tremblement de terre. C'est étonnant, n'est-ce pas? On peut se demander si peut-être une évasion souterraine vers une journée d'école buissonnière a été organisée, ce qui n'est pas possible dans nos écoles naturellement. Je vais vous dire ce qui a bien pu se passer dans cette classe parce que je l'ai moi-même expérimenté plusieurs fois. C'est magique, c'est apaisant, c'est franchement salutaire même. Ce qui se passe dans cette classe, à coup sûr, c'est une méditation. Les enfants peuvent aussi méditer, mais est-ce qu'il faut les accompagner de façon particulière ? Oui, et non seulement ils peuvent méditer, mais ça leur fait même le plus grand bien. Et ce que j'ai observé moi-même, c'est qu'ils adorent. Ils sont les premiers étonnés à se rendre compte que leur corps tout agité peut aussi se calmer et ralentir en toute conscience. C'est pas un peu étrange quand même d'avoir cette prise de conscience si petit ? Alors justement, la France a connu récemment pas mal de remous autour de cette pratique. La Ligue des droits de l'homme a envoyé l'année dernière une lettre ouverte à Jean-Michel Blanquer, co-signée par des syndicats enseignants et la Fédération des parents d'élèves, pour lui demander de mettre fin aux expérimentations et de refuser l'entrée officielle de la méditation à l'école, en pointant des risques de dérive sectaire et des risques psychologiques. Alors, des chercheurs de renom ont pris le temps de répondre à ces craintes. Alors, je vais les citer. On a Rebecca et Laurent Beg-Sangland, professeurs de psychologie des universités de Lyon et Grenoble. Antoine Lust, directeur de recherche en neurosciences à l'INSERM et à l'université de Lyon 1. Jean-Gérard Bloch, professeur de médecine à l'université de Strasbourg. Et Christophe André, qu'on connaît bien, puisqu'il est le fameux psychiatre spécialiste de la pleine conscience. Et donc, tous ces acteurs ont répondu ensemble à travers une tribune dans Libération en juillet 2021. Il rappelle notamment, je les cite, que la méditation est une pratique qui n'est pas fondée sur un système de croyance, quelque système de croyance que ce soit, qui est une pratique qui est exercée par des personnes de toutes les confessions, ainsi que par des personnes athées. Ce qui est finalement proposé aux enfants à l'école n'est rien d'autre qu'un apprentissage et un entraînement attentionnel, ainsi qu'une éducation émotionnelle, en proposant de développer la capacité à porter volontairement et durablement son attention sur l'expérience de l'instant, aux sensations de son corps, à la respiration, à ses pensées, à ses émotions, et à les appréhender avec curiosité et bienveillance. Ils poursuivent en soulignant que des milliers de recherches ont été publiées sur ces effets dans les champs les plus variés de la gestion du stress, de la dépression, des troubles du comportement alimentaire, de la concentration, de la qualité de vie des malades chroniques, du cancer, du sommeil. Voilà, on a beaucoup de champs d'action. On a beaucoup de champs d'action. On en parlait justement un tout petit peu plus tôt cette semaine avec Marc Singer des Amis Zen qui proposent cette méditation aux enfants et cette polémique qui agite évidemment le milieu enseignant. À l'école, du coup, comment est-ce qu'on peut recentrer cette méditation ? Alors, on a plusieurs études et plusieurs témoignages positifs qui nous viennent effectivement de l'école, comme celui de Christine Ibanez, cofondatrice du syndicat des directeurs d'école et adepte de la méditation de pleine conscience en classe. Ce qu'elle nous dit, c'est qu'au contraire, la pratique incite les enfants à exprimer leurs émotions et à se confier. En 3 ans, cette enseignante s'est formée en autodidacte à cette pratique et elle constate un net progrès de ses élèves. Elle observe notamment moins de stress et plus de communication entre les élèves. Alors, chez Coloris, nous aussi, on utilise cette pratique en début d'atelier. Cette année, on estime qu'on a eu environ 2000 ateliers, donc on a un peu de recul. Et clairement, ce qu'on observe, c'est que les enfants sont plus apaisés, sont plus disposés à participer ensuite à l'atelier. Et ce qui est intéressant de souligner avec la pratique de la méditation, c'est que finalement, les effets démontrés par les études scientifiques sont diamétralement opposés aux effets néfastes d'une surexposition de l'enfant aux écrans, alors que l'écran mal utilisé ou trop utilisé nuit à la capacité de concentration de l'enfant et augmente son agitation. On sait maintenant, la méditation, diamétralement, accroît l'attention de l'enfant et calme l'enfant. Et ce qui est toujours paradoxal, c'est le fait de se dire qu'on a toute une offre en matière de méditation guidée par le numérique, par des applications qui vont nous aider justement à nous plonger dans l'état méditatif. Oui, c'est un écran, mais c'est une utilisation raisonnée quand même de l'écran. Oui, et finalement, l'enfant n'est pas du tout confronté à l'écran puisqu'il écoute la méditation. Alors, si vous voulez vous y mettre à la maison ou en classe, il y a beaucoup de ressources sérieuses qui ont abondamment été testées, dont on peut les utiliser en toute confiance. Donc déjà, il y a la célèbre application Petit Bambou aux 8 millions d'utilisateurs qui a développé plusieurs programmes pour les enfants dès 4 ans. Nous, on utilise pas mal de ces programmes chez Coloris. Autre approche vraiment géniale, les Amis Zen qu'on a reçus sur le plateau récemment, qui est une start-up membre de EdTech France et qui a développé tout un programme d'éducation à l'attention et à la gestion des émotions pour les classes, très facile d'accès pour l'enseignant
enseignants. Les enfants découvrent la pratique de l'attention, des histoires, des chansons, des activités, des moments de pratique, bien sûr. Et les retours du terrain, il me semble, dithyrambiques. Et pour finir cette chronique, je vous invite à découvrir ce documentaire qui m'a beaucoup touchée, qui s'appelle Happy, de Hélène Walter et Éric Georgeot. On y découvre plusieurs classes qui ont adopté la pratique de la méditation de pleine conscience et on voit directement les effets positifs que cela peut avoir sur les élèves. Et j'ai trouvé ce documentaire absolument fascinant. Oui, absolument. Et on le disait là aussi en début de semaine, dans les pays scandinaves, par exemple, aujourd'hui, la méditation est proposée à la place des heures de colle ou de retenue pour éviter que les enfants ne réagissent par rapport à une punition et à une faute, mais au contraire puissent réfléchir sur la raison pour laquelle ils l'ont commise et s'apaiser un peu. Ça peut aider. Est-ce que justement, la méditation, la façon de prendre conscience aussi des enjeux, de l'environnement, du climat, ça fait partie d'une méthode assez cohérente avec l'esprit Too Good To Go? C'est une bonne question. Nous, effectivement, c'est pas du tout notre cœur de métier, la méditation, mais je pense qu'il y a une question d'introspection, de réflexion, peut-être. On dit tout à l'heure, à la place des heures de colle, faire de la méditation, ça peut peut-être permettre de réfléchir aux conséquences de ces actes. En tout cas, oui, dans l'esprit anti-gaspi Too Good To Go, il y a une réflexion, oui, sur les conséquences de nos actes. Et donc, pourquoi pas prendre le temps d'y réfléchir, ça peut être intéressant. Oui. Oui. Et cette réflexion sur les conséquences de vos actes, vous la menez même en interne, puisque je crois que vos collaboratrices et collaborateurs sont appelés les Waste Warriors, les guerriers justement du déchet, ou parfois même les héros de ces déchets. C'est une vraie attitude. On ne peut pas travailler chez Too Good To Go si on n'adhère pas à ces valeurs. Alors, c'est vrai que nos valeurs, elles sont très importantes pour nous. On parle toute la journée d'anti-gaspi, on parle toute la journée d'environnement. Donc, effectivement, quelqu'un qui n'est pas forcément sensible à ça aurait du mal à se retrouver un petit peu dans cet ADN. Et effectivement, ça fait partie de notre cœur et de comment on travaille. Donc oui, c'est des valeurs qu'on retrouve tous les jours et qu'on développe aussi. Ça, c'est quelque chose d'important. Il y a tout un parcours en fait au sein de Too Good To Go en tant que Waste Warrior. On s'éduque à travers des bâtons, on organise des soirées thématiques, des ateliers anti-gaspi aussi où on partage nos savoirs, nos astuces, etc. C'est vraiment une évolution tout au sein de Too Good To Go qui est intéressante. Ouais. Amélia. Oui, alors pour revenir à cette idée de lien entre la pratique méditative et l'environnement, c'est Cyril Dion qui régulièrement rappelle l'importance effectivement de prendre ces temps de réflexion, de prise de conscience. Et il y a un de ses derniers livres, le dernier chapitre est consacré à la méditation comme levier de prise de conscience citoyenne des enjeux climatiques. Citoyens et citoyennes de tous les âges, de tous les pays, unissez-vous. On va continuer justement à plonger dans ces solutions anti-gaspi avec nos invités. C'est la deuxième partie du talk. Et nous sommes donc avec Pierre Pallier, fondateur et CEO de Noteplat, à qui s'est lancé un défi, faire émerger un monde sans plastique, et avec Louisa Revoyard pour Too Good To Go. Cette fois-ci, Too Good To Go va plus loin. Alors, vous êtes déjà allé très loin, en effet, on le rappelait, avec les valeurs défendues en interne chez Too Good To Go pour ses consommateurs et consommatrices premiers au travers de l'application. Vous avez donc lancé ce kit pédagogique, une école anti-gaspi qui s'adapte, vraiment une solution clé en main à toutes les écoles du troisième cycle. On est c'est du cycle 3, pardon, on est chez les CM1 et les CM2 en particulier. On regardait tout à l'heure quel était le contenu d'ailleurs de ce kit. Ce qui est intéressant, c'est le fait de se dire que quand les enfants vont aller à la cantine, qu'ils vont du coup essayer de mettre en action ces méthodes anti-gaspi, ils peuvent ensuite reprendre ces méthodes anti-gaspi en cours avec leurs enseignants et enseignantes. Par exemple, la pomme qu'ils ont évité de jeter à la cantine, on va essayer de comprendre d'abord comment est-ce qu'une pomme naît sur un pommier. Ça nous permet, par cet exemple qui était un peu mal choisi, ça nous permet du coup de montrer que la pédagogie à 360 degrés, ça a une vraie réalité. Oui, ça a une vraie réalité et ça a une vraie importance de vraiment faire le lien entre ces 3 temps qui sont finalement ancrés dans le quotidien de l'enfant. Et plus on va répéter et plus on va appliquer ces savoirs dans la vie quotidienne, plus l'enfant sera susceptible de l'intégrer et puis potentiellement aussi de le réutiliser chez lui, à la maison, auprès de ses parents. Effectivement, sur la partie pédagogique,
on passe de la fourchette à la fourche, puisqu'on remonte par exemple sur le pain. On va voir tous les ressources nécessaires à produire cette nourriture. On ne le sait pas forcément, mais une baguette de pain, c'est une baignoire d'eau. Donc ça, c'est quelque chose qui marque beaucoup les enfants. Et en connaissant toutes les ressources nécessaires à produire cet aliment, forcément, on va moins le gaspiller. Et puis, une fois que l'enfant aura vu ça en classe, et bien effectivement, il va arriver à la cantine, il va voir son bout de pain, il va potentiellement moins le gâcher. Et pour reprendre l'exemple du pain et continuer la filature, on propose aussi des activités pour la cantine. Une des activités qu'on propose de mettre en place, c'est un gâchimètre du pain. C'est tout simplement un récipient où on met le pain qui n'a pas été mangé à la cantine. Et ça fait un lien puisque l'enfant a étudié la production du pain en classe, le gaspillage du pain, les ressources nécessaires. Et à la cantine, va le voir de façon très visuelle. Et le retour des écoles était que finalement, ce gâchimètre se remplissait moins quand on avait ces séances qui étaient mises en place en classe. Ah oui, c'est intéressant parce que ça prouve bien que des solutions concrètes, ça permet aussi aux enfants de mesurer très simplement leur impact environnemental. Tout à fait. Alors, il ne faut pas tomber dans une espèce d'éco-anxiété non plus. C'est vrai que les enfants sont très au courant aujourd'hui, et Pierre le disait tout à l'heure, la nouvelle génération qui arrive est peut-être plus consciente des enjeux, en tout cas on entend plus parler, mais effectivement il faut leur montrer qu'il y a des solutions qui sont simples, qui sont possibles de mettre en place et qui ont un impact concret et durable. Le durable, pardon, et le concret, Pierre, c'est intéressant, mais c'est surtout l'idée de se dire que c'est mesurable. Avec notre plat, par exemple, avec ces emballages à base d'algues qui sont comestibles, soit pour des liquides, et je sais qu'aujourd'hui vous vous intéressez aussi aux autres formes d'emballage de l'industrie agroalimentaire, que là aussi vous rendez comestibles et réutilisables et transformables surtout pour l'environnement. Il y a cette idée de se dire que on peut vraiment mesurer de façon claire et précise l'impact de la non-utilisation plastique grâce à un emballage notre plat. C'est sûr que on a quelque chose avec les emballages, notamment pour tout ce qui est événements en extérieur ou consommation instantanée, où on est sur des volumes énormes. Et en fait, c'est là où on se rend compte vraiment de l'impact qu'on a sur toutes ces utilisations qui durent quelques minutes, mais qui génèrent des milliards d'emballages à usage unique. Donc, le but, c'est pour nous de développer pas juste une solution, mais d'utiliser les algues tout au travers de plusieurs produits pour créer un catalogue qui permette aux entreprises et aux marques de réduire leur empreinte plastique, pas juste sur un produit ou pas juste sur une application, mais voilà, on est au début, mais de se dire si demain notre plat devient le Tetra Pak de l'emballage environnemental, il nous faut des dizaines de solutions différentes qui peuvent s'appliquer à plein de types d'utilisation. Aujourd'hui, par exemple, on a commencé à faire des boîtes pour les repas livrés à domicile qui généralement ont une fine couche de plastique à l'intérieur pour rendre le carton résistant à la nourriture, aux graisses. Et ça, ne serait-ce qu'en Europe, on utilise plusieurs milliards de ces boîtes par an. Donc on est vraiment sur des quantités folles. Et en fait, à partir du moment où on commence à voir le plastique, on voit qu'il est partout. On a développé cette espèce de capacité à ne plus voir le plastique. On rentre dans un supermarché, on voit des produits, mais en fait, la première chose qui est entre les produits et nos yeux, c'est du plastique. Et en fait, c'est un peu le problème qu'on essaie de résoudre, c'est qu'aujourd'hui, le packaging, c'est quelque chose qui a perdu sa valeur. Les gens ne voient plus le packaging, c'est quelque chose qu'on a réussi à complètement effacer de notre compréhension, de notre analyse du monde. Et en fait, si on ramène de la valeur à ce packaging, on permet de le faire revenir dans la conversation, mais aussi on peut créer quelque chose qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus une expérience que le plastique d'aujourd'hui. Donc par exemple, certains de nos packaging étant mangeables ou certains de nos films étant hydrosolubles, on peut les faire disparaître dans l'eau. Par exemple, on fait des petits sachets de café ou des sachets de pâtes qu'on peut jeter directement dans l'eau chaude et ils disparaissent
au contact de l'eau. Tous ces moments un petit peu magiques où on crée quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, ça permet aux gens d'avoir plus, de porter plus attention au packaging, d'y réfléchir et de se dire en fait, je me rends compte que dans mon utilisation, j'utilise beaucoup plus de ça que je ne pensais. Et en fait, c'est une des choses qui a été assez incroyable dans notre histoire. C'est au départ, quand on a fait ces premiers packaging mangeables, les premières vidéos qu'on a mis sur les réseaux sociaux qui ont buzzé, on n'imaginait pas du tout que du packaging puisse attirer des centaines de millions de personnes à regarder des vidéos comme ça. Normalement, le packaging, c'est pas quelque chose qui buzz. Donc, ça a été vraiment intéressant de voir qu'en ramenant quelque chose de plus intéressant, de plus expérimental dans le packaging, on arrive à attirer l'attention des gens là-dessus et on espère qu'ils peuvent changer de comportement et adopter des solutions plus environnementales. Oui, et de plus beau aussi, j'ai envie de vous dire, parce que on les voit, ces sachets comestibles à base d'algues, ils sont d'abord très beaux, c'est visuellement et d'un point de vue design extrêmement esthétique. L'importance du design dans cette lutte anti-gaspi, le fait de se dire qu'on a beaucoup parlé de l'importance du design dans la tech et dans l'innovation, mais se dire que la lutte devient belle parce que l'objet dont on va s'emparer pour pouvoir lutter contre ce gaspillage est beau. C'est beaucoup plus simple finalement en partant de cette idée-là de faire passer des call to action. Alors oui, ce serait beaucoup plus simple. Dans les faits, malheureusement, c'est pas toujours possible. Nous, on l'a vu très bien. Il a fallu faire preuve de beaucoup de pédagogie pour faire comprendre qu'un fruit moche, par exemple, un légume un peu abîmé, est lui aussi beau. Donc il y a peut-être une surreprésentation d'une certaine esthétique aujourd'hui dans la mentalité des consommateurs, en tout cas dans la vision des consommateurs des biens. Et il faut rééduquer le consommateur à voir le beau un peu partout. Une fraise qui est un petit peu abîmée, on enlève la partie abîmée, elle est toujours consommable. Une carotte hors calibre, elle est tout à fait aussi bonne, pourquoi pas meilleure qu'une carotte qui est trop calibrée. Voilà, il y a un enjeu d'esthétique, mais il y a aussi un enjeu de perception de l'esthétique. Et pour revenir sur le packaging, il y a aussi une responsabilité des marques et un enjeu d'éducation à travers le packaging. Nous, on a fait aussi, en parallèle de Mon École Anti-Gaspi, on a aussi un projet qui s'appelle le Pacte sur date de consommation. Et c'est une coalition d'acteurs qui se sont réunis avec nous pour sensibiliser et faire mieux comprendre les dates de consommation. Aujourd'hui, il y a 2 dates en France, là, à consommer de préférence avant le ou à consommer jusqu'au. C'est 2 petits mots qui changent et qui pourtant ont une conséquence énorme puisque c'est 20% du gaspillage chez le consommateur. Donc avec certaines marques, on s'est réunis et on a notamment mis en place des pictogrammes à apposer sur le packaging. Ce sont des pictogrammes qui sont observés, sentés, goûtés pour inviter le consommateur à se refier à ses sens. Et aujourd'hui, on a des marques comme Nestlé, Bell, Danone qui nous accompagnent et qui ont mis ces pictogrammes sur leurs produits, sur un paquet de mousseline par exemple, ou sur la vache qui rit, vous allez retrouver ces pictogrammes avec un petit texte explicatif pour sensibiliser le consommateur et l'éduquer à ces dates. Donc il y a aussi un enjeu d'éducation à travers le packaging qui est un support finalement sur lequel on peut éduquer. Et ça redonne aussi de la responsabilité et du pouvoir vraiment direct à ces consommatrices et consommateurs. Dernière question, parce que c'est important aussi que ces solutions, on l'a dit, elles sont belles, elles sont esthétiques, elles donnent envie d'agir. Elles rendent aussi joyeuse cette lutte anti-gaspi. Pierre, dans ce contexte et ce sentiment qui se développe énormément chez les enfants et les ados d'éco-anxiété, de peur du futur, de peur de la non-compréhension de la part des adultes, des impératifs de changement climatique, le fait de se dire qu'on peut y arriver tous ensemble, que c'est joyeux, c'est aussi un des besoins du moment. Ah, c'est sûr. Je pense que quelque chose qui est vraiment fantastique avec le biomimétisme et généralement quand on essaye justement de s'inspirer de la nature, c'est de voir la diversité et aussi le fait que la nature ne soit pas triste et monotone. Il y a énormément de solutions qui sont complètement exubérantes dans la nature, mais qui fonctionnent de manière complètement... le cycle continue éternellement sans jamais créer de problème. Donc, c'est quand même un super exemple de montrer qu'on est capable de créer des choses joyeuses, des expériences incroyables qui sont justement calquées sur le modèle de la nature. Le futur n'a pas besoin d'être austère et triste et sad.
On a vraiment énormément de choses à encore apprendre dans la nature. Mais voilà, on apprend petit à petit, on recopie quelques éléments et je crois qu'on arrive vraiment à avancer vite sur le sujet. Il faut arriver à trouver ce bon compromis entre saisir l'urgence de la situation et agir maintenant, mais aussi rester positif et ne pas s'apitoyer sur notre sort parce qu'on a plein de solutions qu'on n'a pas encore vraiment testées à grande échelle qui sont disponibles maintenant et il suffit d'y aller, quoi. J'allais dire boire le verre à moitié plein, mais c'est plutôt boire la capsule, notre plat, à moitié pleine, justement, avec vous. Cette joie, cette envie de pouvoir faire partie, chacun, d'une solution pour lutter contre le gaspillage. Vous le faites tous les deux. Pierre Pallier, encore une fois, merci d'avoir été avec nous depuis Londres. Vous êtes le cofondateur SEO de Notre Plat. Vous embarquez l'ensemble de la chaîne Foodtech dans cette révolution des emballages et de la lutte anti-plastique. Louisa Ravoyard, merci infiniment d'avoir été avec nous. Too Good To Go, le kit pédagogique que vous pouvez retrouver directement sur le site de Too Good To Go pour pouvoir le déployer justement avec l'aide de l'application dans vos écoles où vous en apparez, même à la maison d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de petits endroits, si j'ose dire, pour pouvoir faire ces premiers gestes anti-gaspi. Et puis merci comme toujours à Amélie Amatar pour tes idées et pour tes analyses. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain sur le plateau de l'École du Futur.